Cet épisode de Coup Critique est une présentation de la Triche Bistro-Ludique à Saint-Eustache. Joignez-vous au groupe Facebook Adventures League et Club de jeux de la Triche et venez jouer à Donjons Dragons ou essayer la grande sélection de jeux de société avec vos amis dans une ambiance des plus chaleureuses. Bonne écoute! Épisode numéro 3, les événements épiques et le matériel. Bienvenue à Coup Critique. En tout cas, on a eu chaud, hein? Colin, hey, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mon bonhomme non plus s'attendait pas à ça. Le level 5. Comme Non. première expérience tier 2, c'était un petit peu violent. J'avais un paladin qui était capable de tanker. Ouais. En good job, Eric. Ben, j'ai rien fait. J'ai dit, OK, frappe-moi, je tombe. OK, vous Là, si attends. je suis là, je fais une action, vous me tuez encore. Ben, Je me relève. Attends, le gars, j'ai rien fait, là, t'es arrivé Comment prête, ça là. a commencé, ce counter-là, déjà? Moi qui avance avec ma torche pour vérifier. Ouais, si, puis il n'y a pas eu un genre de jet électrique de 89. ouais, un beau lightning bolt de 89 de dégâts sur 3 personnes, incluant un bard niveau 5 avec 32 points de vie. Non, il était pas plus fort. Il était pas de niveau 7. Alan, il avait 32 points de vie. Je cite, OK, je mange 89, donc 32 points de vie. Est-ce que je suis mort? Oui, excuse. T'as rien senti, man? Ouais. C'est comme si t'avais mis la main sur un fil électrique. Ah, mais j'ai survécu à cette game-là, finalement, puis j'en sors grandi. J'ai appris des choses. Comme, quand t'es pas assez fort, tu rentres pas dans la caverne, tu restes sur le bord. Puis t'essaies Tu restes pas de... avec le groupe non plus, parce que il y a des sorts qui affectent des zones plus grandes en montant de niveau. Ouais. Ouais, mais le bard, là, comme je t'ai expliqué, là, le level 8, 9, 10, là, ça va commencer à être très très fort. Là. Faut pas. T'es un peu monoté au level 5, je pense. Ouais. Ben, même juste de passer de 5 à 6, à partir du niveau 6, ça devient intéressant. Ouais, ça, c'est avec niveau 10, Magical Secrets, puis les choses comme ça qui commencent à embarquer, ça va être le fun. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, écoutez... Épisode 3! Ouais! Nice! Merci beaucoup en passant à tout le monde pour votre écoute puis de nous suivre. Ça fait juste 2 épisodes, mais déjà la réponse est vraiment hot. J'ai reçu des messages de plusieurs plateformes, juste comme ça. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, c'est sûr que Facebook, on est pas mal toutes là, mais Twitter, Instagram, email, vous pouvez nous rejoindre par le site web aussi de Coup Critique. C'est vraiment tous vos encouragements, c'est vraiment apprécié. Ça nous pousse puis ça nous donne le goût d'en faire plus. Puis d'autres affaires qui nous poussent à en faire plus, c'est notre ami Ludovic Gas qui est notre premier Patreon. Bravo. Ouais. Nice. Bravo. Big. Bravo. Ouais. Fait que ouais, On ben va pouvoir manger! mais c'est des gestes comme ça qui nous permettent d'avancer plus loin là. Ouais, puis de pouvoir pousser ce projet-là encore plus fort puis de pouvoir payer un micro à Mike peut-être. Peut-être. Fait que c'est ça. Donc, 3e épisode. Cette semaine, on va parler d'une couple de choses. Juste vous annoncer ça comme ça. On va faire un petit survol parce que dans l'épisode 2, on a parlé avec Eric des événements épiques. Donc, Eric va nous parler de ça un peu. Puis ensuite, on va parler un peu de nous. C'est quoi nos indispensables un peu comme joueurs ou comme DM pour jouer à Dungeons and Dragons. Donc, Eric, si tu peux nous expliquer c'est quoi un épique en fait? Epic, c'est assez grandiose. La façon que ça fonctionne, c'est souvent basé sur la saison Adventurers League en cours. Donc, c'est des événements qui sont sanctionnés. Ça prend une log sheet à jour pour pouvoir vous présenter avec un DCI valide. Il n'y a pas beaucoup de vérification de faits, mais c'est quand même important de se présenter bien préparé. Souvent, c'est des événements, comme je disais, qui sont reliés à la saison actuelle. Puis ça comporte plusieurs volets. C'est souvent des parties de 4 heures. Puis ce qui différencie les parties épiques des parties régulières, c'est que ça comporte plusieurs tables de tous les tiers. Donc, 2 ou 3 tables de tiers 1, tiers 2, tiers 3 et tiers 4. Ce qui fait qu'on a un événement où on peut se retrouver jusqu'à 60 joueurs environ. Peut-être plus, peut-être un petit peu moins, dépendamment du épique.
où tout le monde travaille ensemble pour un but ultime, mais avec des quêtes spécifiques et des missions spécifiques à accomplir durant ces 4 heures-là. Donc, avec la progression, donc un DM par table, bien évidemment, c'est pas un DM pour tous les tiers. Donc, chaque DM a leur propre groupe par tiers. Et puis, dépendamment comment le groupe progresse, on ramasse ce qu'on appelle des quest points, donc des points de quête. Donc, quand on complète certaines missions, certains checkpoints, désolé pour l'anglicisme, on va voir le maître de cérémonie, donc le maître de l'épique, pour lui mentionner le nombre de points qu'on a ramassés. Dépendamment du nombre de points qu'on ramasse, ça débloque des perks, donc des habilités ou des systèmes ou sans nécessairement avoir des systèmes, mais c'est des éléments de plus qui vont aider à la progression de la quête. J'ai pas fait beaucoup d'épiques dans ma vie, j'en ai fait seulement 2. Le premier était au Palais des Congrès à Montréal, c'était pour la saison 8, c'était Last Call at the Yawning Portal. Donc, Durnan disparaissait, retournait dans les Under Mountain après plusieurs dizaines d'années sans y avoir mis les pieds. Il ferme le Yawning Portal, qui est son établissement à lui, où se trouve l'entrée vers le Under Mountain. Donc, un ami à lui, Mert, vient à la rencontre des aventuriers et dit « Écoutez, Durnan n'a jamais fermé la taverne. Il est retourné dans l'Under Mountain. On doit aller l'aider. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est arrivé. » Donc, on descend dans l'Under Mountain, puis il y a une taverne qui est l'équivalent, si on veut, du Yawning Portal, mais dans le Under Mountain. Et à cet endroit-là, tout se passait principalement dans la taverne. Il y avait des portails qui s'ouvraient dans les Feywild. Il y avait une demi-liche undead qui jouait de la guitare, qui voulait composer des chansons. Il y avait beaucoup de puzzles à l'intérieur même de la taverne. Puis, dépendamment du tiers où vous étiez, que vous jouiez, les tâches étaient différentes. Mais tout ça dans le but de retrouver Durnan. Le moment fort de ce épique-là, puis il n'y a pas de spoiler, là, parce que je pense pas que ce épique-là peut être joué. C'est pas mal terminé. C'est quand on devait ramasser des indices pour composer une sérénade. Puis le maître, à la fin, pour appeler Durnan puis compléter la quête, il fallait chanter toutes les verses ou les verses qu'on avait ramassés afin de compléter une chanson puis de la faire des couplets, merci Giovanni, de la faire en entier. Donc, les tiers 1 commençaient, on avait chacun nos numéros, puis si on n'avait pas trouvé un de ces couplets-là, l'épique, on le failait, parce que on échouait l'épique parce que Durnan ne pouvait pas revenir. Fait qu'à la fin, tout le monde chantait, jusqu'au moment où il y a un NPC, il y a quelqu'un qui était déguisé en Durnan, il est arrivé dans la salle, il a fait un speech de remerciement, puis tout le monde applaudit à la fin quand l'épique a été complété. Ça avait été ma première expérience, puis c'était vraiment, vraiment le fun. J'ai vraiment trippé fort. À travers ça, t'as des combats, t'as des encounters. Au fur et à mesure, ça dure combien de temps à peu près? C'est un 4 heures. Les 2 que j'ai fait, c'était 4 heures. Où il y a des combats. C'est beaucoup. C'est vraiment en accéléré. Il y a beaucoup de roulements de dés, c'est rapide. Je te dirais que c'est la seule partie moins intéressante, je te dirais, que je trouve. Parce que tu le sais, moi, j'aime ça faire beaucoup de roleplay. Donc, j'aime ça être dans mon. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'occasion, si on veut, de développer, non seulement avec des NPC, mais avec les autres joueurs aussi. Parce que le but, c'est de faire le plus de tâches possible à un temps donné pour essayer d'accomplir l'épique. Ouais, c'est ça, c'est une course contre la montre, dans le fond. Exact. Ouais. Le dernier que j'ai fait, il y avait un timer. Là. On avait 45 minutes pour compléter certaines tâches. Après, ça recommençait un autre timer. C'était vraiment chronométré, puis ça devait rouler. Là. C'est le seul, je vous dirais que c'est le seul bémol que j'ai là, par rapport à ce genre d'événement-là. Mais sinon, là, pour vivre l'aventure, pour vivre le moment, et non pas pour toi développer ou pour toi apprendre des choses. Okay, exact. Ça, je pense que ça réussit bien parce que tu sais, on est quand même, comme je te dis, on était, mettons, entre 40 et 60 joueurs. Le niveau de stress que ça bâtit, ces quêtes-là, en sachant que tu as un timer, que tu es sur le bord d'avoir, mettons, une invasion d'aliens ou tu es sur le bord de perdre un NPC hyper important dans ta partie, si tu réussis pas à faire telle tâche, tout le monde est sur le même nerf. Dans le fond, tout le monde est sur le gros nerf, tout le monde veut réussir. Puis quand tu réussis, le niveau de bonheur et de plaisir est vraiment, vraiment accentué quand ça passe. Mais ça, c'est vraiment une des particularités que Adventurers League peut amener. Parce que je me demande si, à l'époque, quand il n'y avait que le homebrew ou la manière peut-être plus traditionnelle de jouer à D&D, est-ce que ce genre de gros événements-là pouvait avoir lieu avec autant de
peut-être de balance entre les différents joueurs qui allaient jouer. Puis je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ce mode de jeu-là qui permet ça. Ouais, je ne crois pas que ça pouvait atteindre ce niveau-là en termes d'excitation, mettons. D'avoir, mettons, 60 personnes travailler sur une même quête. Je pense que ça n'a jamais existé avant. Je peux me tromper, peut-être que les auditeurs pourraient me corriger, mais je ne crois pas que ça existait avant. La chose la plus proche de ça qui a existé, je crois que c'est dans les années 90 où il y avait des tournois de D&D. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas la seule chose qui était sanctionnée. Au niveau des épiques, là, c'est différent. Là, c'est vraiment différent. Ouais. Puis comme événement, ce qui est le fun, c'est que tous les niveaux peuvent y aller. Moi, j'ai un personnage de niveau 4 ou j'ai un personnage de niveau 7 ou 15. Je peux me présenter là. Puis on peut avoir tous du fun en même temps. Oui, exact. Fait que, mettons, Giovanni a plus de tiers 1, moi j'ai un tiers 3, toi t'as un tiers 1. On va là les trois, on joue pas à la même table, mais on participe au même événement puis on travaille dans la même direction. Après ça, on part de là, puis on s'en reparle parce qu'on a vécu pas mal la même affaire, peu importe nos tables. Je veux dire, on avait un but commun, c'est ça? Oui, exact. Mettons, le dernier que j'ai fait, qui est celui qui est, je pense qu'il est encore live, c'est Stardock Under Siege. Il y a un portail qui part de Waterdeep qui s'en va dans l'espace. Donc, c'est un port spatial. Donc, on se retrouve dans l'espace où il y a des vaisseaux spatials qui peuvent s'amarrer. Puis, il y a une attaque sur Stardock, qui est le port en question. Fait que le but, c'est de défendre le port. Les tiers 1, eux, une des missions qu'ils avaient, c'était de repartir l'électricité ou le power sur les turrets pour tirer dans l'espace. Fait qu'à un moment donné, on est en train de jouer, puis 1 heure plus tard, on entend les tourrettes de défense ont été réactivées grâce à la table de tiers 1. C'est comme ouais! Tous les événements qu'on faisaient en sorte que le nombre de vaisseaux qui nous arrivaient dessus pour le combat final était réduit. Hein? Fait qu'il y avait ce but commun-là était. Le but final était commun, mais les tâches étaient pas tant reliées, mais ça bénéficiait justement à tout le monde. Un autre que j'ai fait, en fait, c'est le premier. Il y avait quelqu'un dans la salle qui interceptait des messages. On échangeait de l'information avec les autres tables. Donc, tu apprenais une information dans la taverne, tu pouvais te lever, aller à l'autre table, sauf que si tu faisais intercepter ton message par la NPC, elle, si elle en a ramassé assez, elle pouvait faire échouer la quest aussi. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment bien, je dirais. Si vous avez la chance... Pardon? C'est de l'organisation quand même pour un... Oui, c'est de l'organisation. Ça te prend d'un des DM, ça te prend un maître de tout ça. Oui. Je pense qu'à Montréal, c'est pas mal tout le temps les mêmes DM puis les mêmes personnes. Là. J'ai fait les deux, celui au Palais des Congrès et l'autre à l'expédition à Montréal. Puis les DM, c'est des gens locaux de Montréal qui participent souvent à ces événements. On les remercie d'ailleurs. Sans eux, il n'y aurait pas d'épique. Puis c'est vraiment des belles expériences. Donc, si vous avez un personnage Adventurers League Legal, je vous conseille de garder l'œil ouvert, peut-être sur Meetup ou sur... il y a un groupe Facebook qui s'appelle D&D Adventurers League Montréal. Souvent, les publications puis les annonces pour ce genre d'événements-là sont faites sur ces plateformes-là. Vérifier que le journal de bord est obligatoire à ce moment-là. Je sais que j'ai un des personnages, je pense qu'il est level 2 ou 3, que j'ai complètement perdu les feuilles. Et à ce moment-là, je pourrais pas jouer du tout. C'est bien. Ça serait plus difficile. Okay. C'est pas super vérifié. C'est vraiment un système de confiance, en fait, Adventures League. Là. C'est un système d'honneur, oui, un peu. C'est un système d'honneur. Moi, je suis quand même assez maniaque de mes log sheets. Là. Tout est non, pour vrai? Débarré, tu sais. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je tiens ça de où. Mais je suis de même dans tout. Je demandais pour le côté quelqu'un qui a peut-être pas fait attention. Comme je dis, j'en ai un tiers 2, mais je joue seulement à la triche avec. C'est correct. Ouais. Pas tiers 2, il est level 2 ou 3. J'ai pas pris le temps, on était peut-être pressé, j'ai oublié, c'est pas de problème. Mais comme tu dis, c'est pas conseillé d'arriver là avec pas de log sheet. Pas de log sheet. Ouais. Là, tu peux te faire tourner de base si on te demande des preuves. Ouais. Tu sais, les DM et les organisateurs ne demanderont pas de preuves, selon moi. Puis ça, je pense que c'est le mauvais côté. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment, OK, t'as trop de système magique, mettons, pour ton niveau, ça fait pas de sens. Quelque chose qui tape à l'œil, ça va peut-être moins bien passer. Mais sinon, je pense pas que ce soit... Puis ton personnage, dans le fond, là, quand tu participes à un Epic, là, est-ce que à la fin, tu as quelque chose de spécial ou c'est considéré comme une partie normale? Tu aurais fait un module de saison avec
tant de treasure point, tant de advancement checkpoint, ou il y a comme un feature ou quelque chose de vraiment spécial que tu repars pour ton personnage après un épique? Ça dépend du épique, je te dirais. Il y a des items assez intéressants, dépendamment du tiers où tu joues. Des fois, c'est des treasure points de plus. Un exemple. T'as beaucoup d'items. Tu débarres pas, mettons, juste un item. Si tu fais un épique, ça risque d'être 2 ou 3 ou 4 items que tu peux débarrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Fei Chen, c'est un vendeur, si on veut, d'items. Il n'est pas présent à toutes les épiques, par contre. Mais Fei Chen, lui, dans le fond, c'est un marchand. C'est un NPC marchand qui est représenté par souvent le vendeur du magasin ou la personne qui s'occupe de l'événement. Fei Chen, ce qu'il permet de faire, lui, c'est qu'il permet d'acheter des scrolls, il permet d'acheter des consommables. Tu peux faire des échanges avec Fei Chen aussi. Il y a des items déjà prédéterminés. C'est tout certifié. Là. C'est des certificats d'items ou de sorts qui te remettent, qui est officiel pour ton personnage. Fait que cette portion-là est cool. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de prix de présence, parce que souvent les épiques, c'est pas gratuit. Peut-être une dizaine de dollars, dépendamment. Puis, écoute, il y a beaucoup, beaucoup de prix de présence, en fonction du nombre de joueurs, bien évidemment. Mais on a vu des livres signés par... le dernier, celui au Palais des Congrès, il y a eu un Dungeon of the Mad Mage, signé par Travis Woodall, qui était un des éditeurs. Parce que Travis était à l'épique, il a joué avec nous. C'est quand même cool. Des sets de dés en métal, c'est pas loin de 35$ environ. Ouais. Beaucoup de prix de présence, des covers, des boîtes de deck, dépendamment. Celui à l'expédition, il y avait beaucoup de mini, des boîtes de mini Dungeon of the Mad Mage, Guild, le dernier de Guild of Ravnica pour la portion de Magic. Fait qu'il y a beaucoup de prix de présence. Fait que c'est vraiment un bel événement. Puis tout ce qui entoure l'événement aussi, il y a un gros hype. Là. C'est bien. C'est cool. En tout cas, ça donne le goût. Pardon, Giovanni? Est-ce que les DM ont des récompenses aussi à même mesure que les DM? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas. Je me suis pas renseigné. D'après moi, c'est sûr que c'est les mêmes advancement checkpoint, treasure point. Ils ont-tu autre chose, comme des prix à eux, on the side? Possible. Des rewards. Je sais qu'il y a les DM quests aussi, que les épiques peuvent compter dans certaines de ces quêtes-là. Fait que c'est pas perdu. Merci, en fait, Eric, pour la présentation des Epic. On vous encourage, tout le monde, comme disait Eric, de consulter tous les groupes Facebook ou toutes les références qui pourraient donner des dates ou des événements à ça. Puis peut-être qu'on pourrait se croiser dans un Epic. Moi, c'est sûr, je vais en essayer un prochainement. Ça a l'air vraiment trop cool. Puis ça a l'air le fun aussi à ajouter comme expérience dans son petit curriculum de joueur de D&D, de participer à ce genre d'événement-là. Donc, même en tant que DM, ça donne des trucs aussi. Des façons d'accélérer les parties et autres, voir comment ça se tout coordonner ensemble. Mais oui, écoute, c'est juste du positif, cette expérience. Vous aimez ce que vous entendez? Visitez coupcritique.ca, un site web consacré uniquement aux jeux de rôle. Nous créons des articles sur les nouveautés et des critiques sur différents produits consacrés aux jeux de rôle. Pour nous aider à pousser le podcast et nos capsules de vidéos plus loin, visitez le Patreon de Coup Critique à patreon.com/coupcritique. De retour à Coup Critique, merci encore de nous écouter. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu de qu'est-ce que ça nous prend, nous autres, comme joueurs, pour jouer à D&D. Là, c'est sûr que ça semble une discussion un peu basique, mais c'est fou le nombre de questions. Moi, quand je parle de Dungeons & Dragons avec mon entourage, ou que ce soit n'importe quel jeu de rôle, les gens vont se reconnaître. La plupart des gens se demandent un peu qu'est-ce que ça prend pour jouer. Puis... Que ce soit comme investissement monétaire au début ou pas. Puis je vais lier un peu dans le post qui concerne ce podcast-là, un article qui est sur Coup Critique qui parle de comment commencer à jouer à D&D gratuitement. Mais juste pour lancer la discussion, toi, Giovanni, avec quoi tu joues, toi, normalement? Bon, c'est sûr que c'est un peu générique de dire qu'on va avoir besoin du Player's Handbook, le livre des joueurs. Ça, c'est un peu la Bible, même que n'importe qui a ça. Tu peux tout avoir les règles, tout avoir là-dedans en tant que joueur. Là, si tu as ça pour monter ton personnage. C'est sûr qu'après ma base, si tu veux juste essayer, peut-être tu n'as pas besoin d'acheter le livre, il y a certaines ressources sur Internet. Ça prend un set de dés, ça c'est la base aussi. Je vais voler sûrement certaines réponses qu'Eric allait dire, mais un set de dés.
un, pour commencer, ça, c'est ce que tu dis. Après ça, ben, tu viens à collectionner, puis c'est assez intéressant. Je pense qu'on a toutes la même piqûre à un année. Ah, il y a une nouvelle couleur. Ça, c'est le fun. Ou lui, il marche pas, puis je veux le changer. C'est pour les superstitieux, même si c'est moins mon genre à moi. Puis à part ça, de base, une fiche de joueur qui se trouve sur Internet et un crayon. Aiguisé le plus possible. Donc, ça, c'est la base. Personnellement, moi, ce que je vais aller chercher après, d'abord, c'est j'ai plusieurs sites Internet que j'utilise qui sont des fois, oui, j'ai le Players Handbook, mais j'ai aussi des sites Internet qui vont m'expliquer, qui vont répondre à tes technicalités. Des fois, c'est Reddit même, tu poses une question sur Google puis te répondent. Puis moi, personnellement, une application que j'ai adorée puis que j'ai vraiment aimé ça quand tu joues soit un caster, soit un wizard ou un cleric ou un bard ou un sorcerer ou paladin même. Tous les sorts sont sur une application qui s'appelle D&D Spell 5e avec un petit signe avec un fond rouge puis une feuille dessus. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement fantastique. Tous les sorts de Donjons Dragons sont répertoriés là-dessus avec une search bar, une barre pour chercher un mot-clé, quoi que ce soit. Donc ça, c'est l'application que je me sers le plus vraiment là, en tant que DM de toute façon. Tu peux créer un personnage et ajouter les sorts que tu connais et que tu prépares. Mais moi, j'ai payé pour l'application 1,50$ de plus, sinon elle est gratuite à la base, pour avoir le nombre infini de personnages. Puis vraiment, là, c'est mon application que je vois toujours à chaque fois. Moi ou Eric, où on se pose une question pour voir un sort, je vais là-dessus, je le trouve tout de suite. C'est un petit peu plus facile que par contre. Super, Giovanni. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les liens de ton application sur le post du podcast sur le site de Coup Critique. Donc, les gens pourront directement aller le télécharger s'il y a un intérêt. Toi, Eric, bon, c'est sûr que Giovanni, t'as pas trop volé de punch, j'espère? Non, du tout. Du tout. C'était bien expliqué, en fait, il y a toujours une base quand on joue à n'importe quel jeu de rôle. Donc, les dés, un crayon, feuille de personnage. C'est pas mal ce que ça prend en tant que joueur là, pour pouvoir se lancer. Peut-être des outils supplémentaires. Il y a toujours les fameuses miniatures. Certains maîtres de jeu préfèrent jouer en ce qu'on appelle Theater of the Mind, donc avec beaucoup d'explications, sans miniatures, sans grid pour jouer. Donc, les miniatures sont pas utiles. Mais si vous jouez avec des gens qui sont visuels pour avoir un feel jeu vidéo avec des combats peut-être un peu plus tactiques, beaucoup de gens aiment vraiment avoir leur personnage représenté par une miniature. Dans le cas d'une campagne, comme les parties sont un peu plus longues, même en Adventures League, quand vous jouez des petits modules ici et là, il y a plusieurs compagnies en ligne qui offrent de faire des moules 3D et d'imprimer 3D vos personnages. Un de ceux qui est le plus connu, c'est Hero Forge, une compagnie européenne. Quand même assez coûteuse, par contre. Si vous faites affaire avec eux, je vous conseillerais de peut-être faire des achats de groupe pour sauver sur les coûts d'envoi. Autre que les miniatures, moi, j'aime beaucoup les cartes de sorts. J'ai acheté toutes les cartes de sorts qui existent, donc qui sont séparées par spellbook dans des cartables plastifiés pour permettre un accès facile d'ouvrir vos sorts, les mettre devant vous comme pour jouer. Vous avez un accès visuel assez rapide pour décider qu'est-ce que vous voulez faire avec votre prochain tour. Donc, miniature, les cartes de sorts. D'avoir une feuille de personnage à jour, toujours bien. Puis si vous jouez Adventures League avec votre fameux +1, celui qu'on expliquait dans l'épisode précédent, d'avoir au moins le livre ou les références pour expliquer ce qui complimente votre personnage afin que ce soit clair pour tous. C'est des bonnes idées, surtout avec les cartes, je les ai toutes aussi, puis en tant que caster, ça te permet de te préparer. Je sais qu'avec ton cléric, tu les utilises beaucoup, puis ça permet qu'à ton tour, tu es plus prêt, ça te donne tes options, tes autres devant toi, au lieu de devoir chercher sur ta feuille qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Là, vraiment, là, personnellement, quand je te DM, tu es prêt à ton tour malgré tes dizaines et dizaines de sorts que tu peux faire dans ton tour. Ouais. C'est vraiment le fun. Je pense que ça permet de rester focus sur ce que le DM explique ou ce que les autres joueurs font aussi, tant qu'à chercher dans un livre. Regarder sur ta feuille, des fois il manque des explications, dépendamment de la log sheet qu'on a, il y a quelque chose qu'on a mal transcrit. De l'avoir sur la carte, que tu regardes pendant que tu écoutes, tu regardes le sort que tu veux faire, la description est là, tu le sors, tu restes focus. T'es prêt à ton tour, là, ça sauve du temps quand c'est à toi. Là. Vraiment. Puis c'est le DM parce qu'on peut pas tout savoir les sorts par cœur au niveau du range. Range étant la distance qu'on peut lancer. Le casting time, qui est le temps que ça prend pour
le créer. Donc, au moins, toi, tu as la carte, tu peux même la montrer au DM à ce moment-là. Ouais. Non, ça aussi, c'est un bon outil. Puis, Sinon, pour moi, ça fait pas mal le tour. Ouais, puis les paquets de cartes, de ce que je me souviens, c'est autour de 15 ou 20, entre 15 et 20 dans le fond, par classe, dans le fond, qu'on veut. Fait que, si on commence avec un type de classe puis qu'on y tient, ben on n'est pas nécessairement obligé d'acheter toutes les classes de cartes. Tu t'achètes un paquet, puis tu as pas mal les classes de niveau 0 à 20, là, que t'es parti, Ouais. tu as pas mal tout ce que tu avais besoin. Là. Fait que c'est Incluant vrai, les ça cartes valait la vides, chose. il y a des cartes blank aussi des fois, donc des cartes vides qu'on peut rajouter des sorts, c'est des sorts qui sortent, mettons, dans des livres subséquents. Au lieu de racheter des cartes, tu peux juste transmettre le sort puis jouer avec ça. Ah, ça c'est cool. Moi, je suis pas mal le joueur numérique. Hein? Je suis la nouvelle vague, pas mal de joueurs, étant donné que ça fait pas tellement longtemps que je joue. Puis ma première introduction à l'univers, ça a été avec beaucoup de parties en ligne que j'ai écoutées d'abord pour me préparer à ma première partie en vrai que j'allais faire. Puis c'est sûr que une des ressources qui étaient les plus annoncées, c'est dndbeyond.com, qui est en fait un site qui est qui est un outil basé sur le web, un web base. Qui permet carrément de faire une création de personnages, de gérer une campagne, tout récemment de créer des scénarios de rencontres avec des monstres ou des ennemis. Mais moi, je l'utilise en ce moment pour faire ma création de personnages. Ce qui est intéressant, c'est que au départ, c'est gratuit avec les règles de base de Dungeons and Dragons. Donc, vous avez juste à télécharger, même pas à télécharger, mais à vous connecter, créer un compte, puis vous avez accès à 4 races, à certaines classes de base, puis vous pouvez carrément vous créer un personnage rapidement sur dndbeyond.com. Gratuitement? Ben, au départ. Après, c'est là que ça fonctionne un peu comme les livres, dans le fond. C'est que faut payer. On a le choix de soit payer un module ou un sourcebook là, au complet, ou on peut payer par petits segments qui nous intéressent. Donc, si par exemple, j'ai fait assez de recherches où j'ai déjà les livres, j'ai déjà ce que je veux, mais je veux me servir de D&D Beyond pour gérer mon personnage, ben, il y a manière d'aller chercher certaines classes, certains attributs, certains sorts, qui sont normalement disponibles que dans certaines éditions, puis de les ajouter à son personnage, à les acheter à l'unité, au lieu de les acheter comme en manuel complet. T'sais. Puis moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant pour moi en ce moment. Ce que j'aime beaucoup aussi comme joueur débutant, c'est que en fait, je joue avec mon iPad. Donc, j'ai mon iPad avec mon petit tapis de dés ou ma tour de dés que j'utilise. J'ai mes dés. J'ai de la place pour avoir un crayon puis un calepin de notes. Ça aussi, c'est prendre des notes aussi pendant que la partie se joue pour retenir des noms de personnages et tout ça. Mais j'ai de la place, en fait, puis mon iPad devient un peu mon dashboard de mon personnage. Donc, c'est facile après pour me souvenir de quel sort j'ai utilisé, combien de HP j'ai, calculer rapidement quand je paye pour de quoi ou on me paye. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est les fonctions, par exemple, de short rest, long rest. T'sais. Des fois, on argumente qu'est-ce que ça va faire si je fais un short rest? Mais là, si tu cliques, puis ça le fait automatique. Mais je pense que l'avantage le plus intéressant, selon moi, en tout cas pour moi, c'est d'avoir le descriptif complet de chaque chose, de chaque action, de chaque sort que j'ai. Tout est en anglais, par contre. Là. Mais, par exemple, quand je clique sur un sort, j'ai toute la description du sort, puis j'ai toutes les variantes, je sais toutes les conditions. Je trouve ça vraiment bien expliqué pour moi, puis l'interface est assez intéressante pour ça. Par contre, le désavantage, c'est qu'il faut être connecté en ligne en ce moment. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur une version offline de la fiche de personnage. Par contre, au moment où on se parle, c'est uniquement en ligne. Donc, vous devez avoir du Wi-Fi, vous devez être en mesure de vous connecter, mais vous pouvez utiliser D&D Beyond sur un téléphone, sur un iPad, sur un ordinateur. Puis, ce que j'aime, c'est que la création de personnages fait rapidement. Fait que c'est vraiment facile de créer plein de personnages, puis de voir, ah mon Dieu, ça serait cool le personnage de même. Puis, finalement, on choisira quand il est temps de jouer. Là. Mais c'est mon gros avantage. Dirais-tu que si tu veux
faire un personnage homebrew, comme on l'appelle, ou maison, c'est-à-dire avec un petit peu à l'extérieur ou un item ou avec des sorts que le DM crée. Est-ce que c'est malléable un peu ou c'est vraiment à l'intérieur de ce qu'il y a dans les livres automatiquement? C'est très malléable. En fait, il y a tout un segment de D&D Beyond qui est consacré au homebrew, justement. Ça s'appelle comme ça. Donc, on peut accéder à du contenu qui a été créé par la communauté D&D Beyond. Donc, des systèmes magiques, des classes, des races, ce que vous voulez, là. Dans le fond, que la communauté a créé, ils ont mis disponible, en fait, pour ajouter à vos personnages. Puis ce que vous faites, c'est que vous les ajoutez dans votre collection de choses homebrew, puis vous pouvez les utiliser. Et vous pouvez en créer aussi. Donc, vous pouvez créer vos propres créations homebrew. Vous pouvez les créer avec, par exemple, l'aide de votre DM, puis les ajouter directement, puis le système va gérer, parce qu'il y a il y a certaines formules qui sont automatiquement créées, tu sais, pour pouvoir utiliser, par exemple, un sort qui aurait telle chose, mais autre chose aussi importante avec D&D Beyond, c'est que ça enlève pas le plaisir de rouler des dés encore. Là, c'est vraiment une espèce d'aide-mémoire. C'est la fiche de personnage, dans le fond, 2.0. Mais le thrill de lancer les dés, le hasard, le roleplay, tout ça, je pense pas que cette plateforme-là diminue quoi que ce soit dans ça. Mais pour te répondre à ta question, le homebrew est vraiment accessible. Puis même moi, j'ai créé un item homebrew pour le fun parce que je disais, je trouve pas ça dans les livres, puis je trouve ça plate, puis ça aurait été cool avant ça. Fait que je l'ai créé, puis les gens sont en mesure de l'ajouter s'ils veulent. J'avais utilisé ça pour les monstres. En fait, je savais pas qu'on pouvait l'adapter justement avec la fiche de personnage, avec D&D Beyond. Mais j'avais été sur Homebrew Monster ou quelque chose comme ça que j'avais tapé. Puis c'est vraiment, écoute, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Puis j'en ai plusieurs que j'ai trouvé bien balancés que j'ai utilisés dans ma propre partie. Ouais, puis ça aussi, des monstres, on peut en créer. Puis la dernière nouveauté, c'est le Encounter Engine. Là, c'est qu'on met, par exemple, combien de personnages sont dans notre quête, quel niveau ils sont. Puis là, ça nous donne une espèce en fait, le rating de difficulté, là, l'indice de difficulté, dans le fond. Puis à mesure qu'on rajoute des monstres de certains niveaux ou de certaines puissances, le niveau nous dit si on est comme vraiment dans un truc difficile ou si on est dans un truc facile. Fait que comme moi, comme nouveau DM, là, quand je place des personnages, je fais OK, non, je suis vraiment trop fort pour. Ça tournera peut-être pas comme je veux, là, la partie là. Moi, que mon but, c'est de tuer tout le monde. Là. Ça m'indique assez facilement. Puis on a le compendium des monstres aussi qui est accessible. Par contre, c'est ce genre de choses que encore faut acheter des ressources puis tout ça. Puis je sais que dans la prochaine année, ils travaillent toujours en étroite collaboration avec Wizard of the Coast. Puis ce qu'ils vont faire, c'est ils vont quand tu vas acheter un livre, artbook, tu devrais normalement avoir un rabais ou une réduction sur un livre en version numérique sur D&D Beyond. C'est la prochaine chose qui s'en va là-dedans. Une chose qui me fait peur pour ça, moi, D&D Beyond, c'est que c'est pas protégé. Hein. C'est des sites qui ferment shop, tu as mis du cash là-dedans, puis tu perds tout. Ouais, mais en même temps, quand tu achètes tous les livres de 5e édition puis que la 6e sorte, tu perds un peu de tout aussi d'une certaine façon. Fait que... Non, mais t'as encore tes livres de 5e. Dans ton cas, mettons qu'ils décident qu'ils enlèvent tout, t'as plus rien. Là. Puis ton personnage. Moi, j'aime mieux sentir mes pages de livres neufs que sentir mon téléphone. C'est sûr qu'on parle. Nous, on est un peu cool peut-être, puis c'est correct aussi, mais au moins l'opportunité est quand même là, Eric, pour quelqu'un. Je sais qu'il y en a qui ont des iPads avec leurs crayons, ça se passe bien. Touchscreen et tout, là. Ouais. Je suis avec toi là-dessus, mais au moins, on s'entend qu'avec la nouvelle génération de la technologie, ils n'ont pas le choix d'être avant-gardistes avec ça. Mais ils sont pas fermés, par exemple. Ça évite de traîner 10-12 livres aussi, là. Ouais. C'est sûr. Ça, c'est sûr que mon sac est pas mal plus léger. Mais tu vois, si je m'en irais comme DM, je pense pas que je me baserais sur des ressources uniquement en ligne encore. Mais par exemple, quand tu crées ton personnage sur D&D Beyond, tu peux l'exporter en PDF, puis tu as ta feuille de personnage prête à jouer en old school. Fait que tu as toujours ça aussi. Tu peux toujours te faire une sauvegarde de ce que tu as créé ou quoi que ce soit. Là. Fait que... Au moins, il y a une porte de sortie. Ouais. Comme tu as lancé la discussion des DM, tu peux continuer. Moi? ouais, c'est ça. Le DM le plus expérimenté. Mais c'est ça, dans 2 jours, au moment où on enregistre ça, dans 2 jours,
j'ai ma première partie où je vais être DM en vrai. J'ai été DM sur Roll20. Fait que toutes les. Encore là, très numérique, tout est là, c'est facile, tu pèses sur un bouton, ça roule tout. C'est fair, tout est correct. Sauf que c'est vraiment une autre game, je crois, en vrai qu'en ligne. Donc, les gars, si vous avez des suggestions, c'est le temps. Il reste 2 jours. J'ai vraiment envie d'aller te regarder, moi. Ben, Je vais avoir la chance de vivre ça. ouais, ben c'est ça. En fait, Eric va être mon coach. Eric va venir zioter comment je fais ça, puis il va me coacher, puis il va m'aider. En plus, dans ma partie, j'ai un que c'est sa première fois, je crois, qui joue en 5e édition, ou que c'est sa première fois de jouer à D&D. Puis j'ai des nouveaux, des relativement nouveaux, level 2, je crois. J'en ai 2 de ça, ou un. Puis il y a des vétérans aussi. Mais ça. En tout cas, je trouve ça super motivant. Je suis super excité. J'ai hâte de le faire. J'ai pas encore le track. Mais Pas mal sûr que je vais aller faire un tour pour t'encourager avec mon petit garçon. On va aller dans le fond, tu dis que tu n'as pas trop le track. Est-ce que tu es préparé? Dans le fond, le conseil premier, c'est vraiment de se préparer, pas nécessairement trop, mais aussi de savoir un petit peu vers où tu t'en vas dans ton aventure, puis de connaître un petit peu ce qui se passe. Ouais, ben, en fait, j'ai choisi un module CCC, un module créé par la communauté en mode Adventures League. C'est une quête que je saisis bien, j'ai bien lu une couple de fois aussi. J'étais parti en peur à me dire que je vais préparer 2 modules en même temps, puis je suis revenu, je pense que je vais juste runner celui-là, puis ça va être ma première fois, puis on va garder ça simple. Mais je pense que en fait, si on revient au matériel là, de ce qu'on apporte, là, je vais avoir mes 3 core rulebooks. Donc, le manuel des joueurs, le manuel du Dungeon Master et le livre des monstres, le Monster Manual. Je vais avoir plusieurs sets de dés. Surtout si tu as des niveaux, là, comme ça tu peux les prêter si quelqu'un Ouais. en manque. Ouais, je vais avoir mon écran de DM. Moi, je joue avec. J'ai décidé que j'allais jouer avec un écran parce que j'aime le côté un peu mystérieux que ça donne. Puis il y en a qui jouent sans. Moi, je vais jouer avec ça. Puis je vais quand même garder mon iPad. Puis juste au cas pour aller vérifier, par exemple, des règles ou quoi que ce soit qui peuvent être plus rapides. Puis mon Player's Handbook, c'est plus comme pour le laisser sur la table. Puis que si, mettons, un nouveau veut le consulter, puis. Pour quoi que ce soit, ben il y en a un de disponible. Toi, Eric, c'est quoi tes essentiels quand t'es DM? Ça va prendre un autre épisode pour ça. Parenthèse vraiment intéressante. Quand j'étais DM la semaine passée, Eric il m'a prêté beaucoup de stock. J'en ai aussi. Disons qu'on était assis chez nous qu'on DM, on a pas mal de plein d'affaires. C'était vraiment. Tu l'as fait de la joke toi-même, Eric? Ouais. Non, moi, écoute, j'ai quelques systèmes intéressants. Je suis assez old school. Fait que j'ai mon DM screen. Je DM principalement Adventures League. Fait que j'essaie d'arriver préparé, d'avoir des log sheets pour les joueurs, d'avoir les explications prêtes pour Adventures League aussi, en cas qu'il y ait de nouveaux joueurs pour pouvoir leur expliquer le fonctionnement. Ça, c'est pas mal nécessaire. Je me suis trouvé aussi des initiatives tracker, un ancien Kickstarter que j'ai pas attrapé à temps par contre, qui permet de bien préparer les monstres, bien préparer les feuilles de personnages aussi. C'est quand même intéressant parce que je suis rendu au-dessus de 50 personnages Adventures League et non Adventures League. J'ai dû recommander des trackers vides et je conserve tous les joueurs avec lesquels j'ai joué. Donc j'ai leur stats, leur nom. La dernière fois qu'ils ont joué avec moi, c'était quand. Donc ça me permet d'avoir un historique puis que les joueurs n'ont pas à refaire un hit tracker à chaque fois. Donc avant même de me rendre au magasin où je DM, quand je sais avec l'événement qui joue, je prépare déjà mes sheets. Les joueurs arrivent, souvent leurs feuilles de personnages sont déjà sur la table. Puis aussitôt que tout le monde est prêt, ça permet de commencer plus rapidement. J'ai beaucoup de notes. Je prends des notes dans un petit calepin, non pas sur des feuilles lignées. Je conserve toutes les aventures que j'ai roulées. Je prépare les combats d'avance. Donc, indiquer le nom des monstres, ajuster les encounters, dépendamment des modules qu'on roule. Je marque leur point de vie.
ajustées ou non. Il y a toujours 2 valeurs qu'on peut utiliser. Quand je connais les joueurs, souvent je vais y aller avec le nombre de points de vie maximum. Puis ça me permet d'avoir les combats préparés. Prendre des notes sur tous les événements durant les modules ou durant le hardcover qui demandent des checks, donc des roulements de dés pour vérifier. Je marque le check, qu'est-ce que ça fait, un petit résumé. Comme ça, quand j'arrive à cet endroit-là, je suis déjà prêt. Les livres, les dés, miniatures quand c'est nécessaire. La carte aussi. Carte aussi, effectivement. Merci, Joe. J'ai une carte, je me souviens pas de la dimension, je crois que c'est du 46 par 24. Donc, une carte qui se déplie, un rouleau, qu'on peut dessiner avec des crayons indélébiles. Donc, non permanent. J'aime beaucoup, même si je joue souvent en Theater of the Mind, j'aime beaucoup avoir une carte pour représenter les pièces aux joueurs, plus que pour m'en servir. Je m'en sers aussi quand on joue avec des miniatures, souvent quand c'est des combats assez massifs, donc beaucoup de monstres, beaucoup de joueurs, avec peu ou beaucoup de places où on peut se déplacer. J'aime que les joueurs aient une visibilité là-dessus. C'est pas mal tout ce que j'apporte. Puis je me suis acheté une petite table dernièrement que j'amène même à la riche pour pouvoir mettre mes choses, parce que j'arrive là, j'ai souvent 3 boîtes de mini, j'ai beaucoup de livres, tous mes trucs, fait que ça me permet de libérer la place où je DM. Fait que c'est un cadeau de ma copine dernièrement. Fait que c'est le genre de choses que j'apporte. Fait que quand je débarque quelque part, absolument, j'ai 3 sacs, mon sac à dos avec ma petite table. Trop, c'est comme pas assez. Il arrive équipé. Moi, j'aime ça avoir mes trucs. Puis j'ai commencé dernièrement à mettre un peu de musique d'ambiance aussi. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui permettent d'avoir de la musique d'ambiance spécifique, dépendamment de l'endroit où on est. Ça peut être un marécage, ça peut être un donjon, ça peut être une crypte, ça peut être des bruits de la mer, ça peut être beaucoup de choses. Il y a beaucoup de producteurs de musique qui ont mis ce genre de trame sonore-là, donc disponible à tous, avec un téléphone intelligent et un petit speaker Bluetooth. En magasin, je ne le ferai pas là, parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais une game, une partie à la maison, ça peut rajouter de l'ambiance un petit peu plus. Il y a d'ailleurs une application vraiment cool pour ça qui s'appelle Sirenscape. Vous aurez consulté ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les gars. C'est carrément un mixeur pour Dungeons and Dragons ou n'importe quel jeu de rôle. Ça permet d'ajuster certains sons ambiants par rapport à une track de musique ou une track d'ambiance. Donc, par exemple, on veut le village, mais on veut plus de poules qui font du bruit, puis on veut plus de villageois qui parlent, on en veut moins. Puis à la fois, c'est des sons superposés qui composent une track. Tu peux jouer avec les sliders, j'imagine, pour OK, je veux que les villageois parlent un petit peu plus, je veux moins de son d'ambiance. Ouais. Je veux. OK. Ça, c'est intéressant. Je l'avais regardé un petit peu. Ils sont associés avec Wizard of the Coast, puis ils ont sorti carrément des ambiances pour Waterdeep Dragon Ice, par exemple. Donc, par rapport à quel endroit dans la quête t'es, il y a une track, il y a une ambiance qui a été pensée, créée pour ça, avec telle ou telle personne qui parle. T'as même des gens qui parlent des personnages. Donc, si le DM veut vraiment faire jouer des NPC, ils peuvent carrément partir des tracks vocales avec du dialogue. Vous êtes dans la rue, là, vous entendez quelqu'un qui vous interpelle, puis là, t'as une trame qui dit « Hey, vous, aventurier! » Genre quelque chose du Ouais, c'est ça. Ça commence souvent avec ça, puis le reste, c'est le DM qui va le faire. Mais ça donne le ton, par exemple, d'un NPC, quand on le décrit, là. Ça, c'est cool. Il y a 2 choses à propos de Sirenscape. Moi, je l'avais downloadé. Je l'avais beaucoup essayé parce que j'en mets pour Eric a joué avec moi là, en tant que DM dans ma campagne maison, puis je mets en background de la musique. Des fois, c'est juste l'ambiance. Des fois, ça peut être assez en fonction du thème. Mais Sirenscape, j'avais trouvé que si on veut juste la version gratuite, c'était limité. Puis à ce niveau-là, là, donc à ce moment-là, peut-être de voir combien ça coûte, mais de peut-être si on achète tout le package, peut-être qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir un différent son. Là. Je ne sais pas si toi, tu l'as essayé beaucoup et tu t'as payé pour, Francis? Non, j'ai pas payé pour, mais j'ai fait juste la recherche pour voir qu'est-ce que ça offrait. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est disponible avec n'importe quel système de jeu. Donc, il y a fantasy, mais il y a aussi science-fiction, il y a vampire, il y a plein
d'ambiance disponible. Ouais. L'autre côté que moi j'avais essayé de manager avec ça, c'est de un, je suis pas encore assez bon pour m'occuper de changer la musique souvent. Donc à ce moment-là, mettre des sons, faut que tu aies tes cues. C'est quelque chose qu'il faut que tu te pratiques. J'imagine avec le temps, c'est possible de le faire. Mais disons que ça fait quand tu essaies de décrire la pièce, puis qu'après ça, il arrive d'autres choses. Faut que tu penses à changer la musique en plus d'interpeller tes joueurs. Donc c'est ça qui est à travailler, je pense, pour quelqu'un qui a peut-être moins d'expérience. Tu dis, Eric, que tu mets la musique, ça met de l'ambiance, c'est le fun, mais en même temps, tu passes pas ton temps là-dessus, fait que ça permet de pas être trop distrait, je pense. Ouais, mais il faut pas non plus. Il faut juste essayer de coordonner tout ça. Effectivement, c'est une responsabilité de plus pour le DM. Mais faut pas virer fou. Là. Je pense que les joueurs comprennent quand on essaie de rajouter peut-être un niveau d'intensité sur un combat ou dans une auberge, les bruits de musique, les gens qui parlent. Ça permet de rajouter une autre dimension que tu n'aurais pas normalement juste en Theater of the Mind, un exemple. Même si tu décris, oui, il y a de la musique, vous entendez une discussion, des orques qui sont à côté au comptoir, qui s'ostinent, des halflings qui prennent une bière, puis ils ont une discussion assez sérieuse. D'avoir un genre de musique pour englober tout ça, je pense que ça rajoute. Ouais, juste en général. Il y a quelque chose que j'ai downloadé, moi, qui est vraiment intéressant. C'est un groupe, en fait, qui s'appelle Midnight Syndicate, qui ont fait plusieurs albums de différentes thématiques, quelques-unes que c'est plus un peu dans le style Halloween ou vampirique. Puis il y en a un album qui s'appelle, je vais vous trouver ça, qui est vraiment, moi j'ai vraiment accroché, puis c'est ce que je mets en background dans mes parties. C'est Midnight Syndicate, Dungeon and Dragon. C'est vraiment des chansons, il y en a pour les combats, il y en a pour être sur la route, il y en a pour un peu plus en ville. Vraiment, là, des fois, de juste aller l'écouter au pire pour avoir une idée, avant de l'acheter ou avant de le downloader, ça peut être une super belle idée. Depuis que j'ai ça, là, je le mets constamment en... Cool. Autre chose que je fais en tant que DM, est-ce que tu es à mon tour, Francis? Non, ouais. non, mais c'est ton tour quand tu veux. Ben non, c'est bien correct, mais dans le fond, comme Eric a dit, au niveau des notes, ce que je trouve intéressant, c'est que de un, tu arrives préparé. Chacun son style. J'ai vu les notes à Eric après une partie, puis j'ai vu, OK, toi, tu fais ça comme ça. Je pense que tous les DM font ça un petit peu à leur style et différemment. Pour Adventures League, ce que j'ai fait, moi, c'est que, bon, je suis très bilingue. Par contre, des fois, d'aller lire, des fois, les aventures ou les modules vont être écrits avec beaucoup, beaucoup de texte pour quelques détails. Donc, moi, je traduis un petit peu ou même en anglais, je me mets des notes qui sont un peu plus vastes dans le but d'élaborer après ça. Tu peux juste donner 3-4 mots-clés, puis ensuite, tu élabores sur l'environnement, qu'est-ce qui se passe, les gens, qu'est-ce qu'ils font. Fait que ça peut être intéressant. Fait que pour les notes, là, j'ai vu que Eric, là, on avait un style parfois similaire, mais de juste préparer les encounters peut être un gros plus, là, c'est sûr. Puis pour le DM Screen, ben moi je suis très chanceux d'avoir un cadeau de fête récent que je vais recevoir vendredi pour ma partie. Ma femme a fabriqué un DM Screen en bois, vraiment capitonné, tout le kit. J'ai vraiment hâte de le dévoiler, de le voir d'ailleurs. Il vient tout juste d'être teint. Donc, crédit à ma femme qui a voulu me faire un cadeau de Noël, étant donné que mon autre DM Screen était magané, que j'avais acheté sur Amazon. Donc là, ça va être unique. Ça va être assez intéressant. J'ai hâte de montrer ça autant à vous qu'aux autres joueurs. Ah, on a hâte de voir ça. Je vais être là vendredi pour le grand dévoilement. Je vais pas de la musique. Ouais, tiers un vendredi. Une aventure qui va être très le fun. Puis si tu veux, vendredi, on mettra une photo en ligne, quelque chose de Francis. Bon, on fera ça. Certain. Je dis ça parce que je suis fier de montrer ça, étant donné que c'est ma femme que j'ai initiée à D&D qui a décidé de faire ça. Ben, c'est propre à chaque DM, je pense. Quand tu regardes, j'ai vu des DM arriver avec... moi, c'est pas mon fun, là, mais des props là, avec des maps peinturées, avec différents modules. Il y en a qui sont vraiment beaucoup là-dedans pour donner un feeling, genre 3 dimensions. J'ai vu d'excellents montages aussi. Moi, c'est plus la carte. Il y en a que c'est plus theater. Giovanni, je sais qu'il utilise des tuiles aussi de temps en temps pour les combats. Les tuiles Reincarnated de Wizard of the Coast. Donc, chacun ses moyens. Tu sais, Mike parlait qu'à son travail, il utilisait une télé avec Roll20, même si tout le monde était dans la même salle. Dépendamment de comment les gens sont placés, comment ils se rejoignent. Les systèmes utilisés et les props utilisés peuvent être différents.
c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est de s'adapter, selon le budget, selon qu'est-ce qui est dans l'environnement. Mais après ma barre, on n'a pas besoin. On a parlé des systèmes de base au début. Là, après ça, c'est avec le temps, on parle d'un autre niveau aussi, c'est du crafting qu'on appelle, là, de créer des maps en 3D avec du styrofoam, tout ça. On a un expert dans notre groupe, là, mais il y a beaucoup de pages Facebook d'experts en la matière qui sont vraiment intéressants. J'en ai quelques-uns avec qui je suis en contact pour peut-être emprunter leurs différentes maps qu'ils ont faites parce que ça peut, dans un cas d'encounter, ça peut amener une autre dynamique qu'on n'utilise pas toujours parce que je pense que c'est beaucoup de temps à mettre. Il y en a qui font ça, puis c'est très correct. Puis dans d'autres cas, ben, ça permet de juste le faire, comme tu dis, en theater of the mind ou plutôt en théâtre de l'esprit. Donc, on décrit les choses, puis on y va avec ça. Je pense que c'est selon le type d'encounter qu'il faut s'ajuster à ce niveau-là. Ouais. Ça prend un DM qui est prêt à vraiment décrire beaucoup plus en theater of the mind aussi. La dimension des pièces, la lumière, qu'est-ce que les joueurs voient, de transposer ça pour que les joueurs aient une bonne compréhension du terrain où ils se trouvent, la pièce où ils se trouvent. Je pense que c'est ça, cette portion-là. Au début, moi, j'étais pas sûr parce que quand j'ai commencé à DMer, mais probablement, j'avais jamais fait ça. Fait que d'avoir des mini, le positionnement et tout, pour le visuel, c'est bien. Mais plus tu DM, plus je dirais que c'est facile de visualiser où les joueurs se voient puis de leur mentionner ça puis de leur décrire. Mais c'est sûr que c'est une étape de plus. C'est des paroles de plus que le DM doit dire durant une session de 2-4 heures. Là. Ouais, c'est ça. Il y a même certaines circonstances, par exemple, que ça va être plus difficile, même peu importe à quel point tu décris, ça peut être difficile de donner les opportunités à certains joueurs de se cacher, d'utiliser l'environnement. On parle de combats plus complexes, là, pas dans une pièce ronde et que tout le monde est là. Effectivement. De mon côté, je dis ça comme ça, il y a des références, en fait, que vous soyez joueur ou DM, là, pour des trucs pour jouer, puis j'espère que le podcast en sera une. De mon côté, moi, je viens de finir un livre qui s'appelle Slice for Rich Lazy Dungeon Master, que je recommande. En fait, c'est un DM qui a écrit, en fait, une espèce de symbiose de ses techniques à lui pour alléger sa méthode de DM, puis de laisser plus place, admettons, à l'improvisation, puis à la création on the fly, d'avoir vraiment le strict minimum pour pas trop s'appuyer sur des livres, puis du texte, puis de peut-être manquer le côté jeu puis immersion d'une partie de Dungeon Master. C'est sûr que dans le cadre d'un Adventures League, on veut vraiment suivre ce que la Ligue préconise comme quête, parce qu'il y a un système. Puis comme moi, pour la partie que je vais DMer, j'ai mes feuilles avec mes notes dessus, tu sais, puis comme Eric le mentionnait, j'ai mes encounters puis des choses de préparer parce que je veux vraiment suivre le gabarit puis ce que je dois faire, en fait, comme mon travail de DM pour Adventures League. Là. Mais si vous êtes plus dans le homebrew, il y a plein de techniques puis plein de méthodes différentes d'être DM. Puis ça, c'en est une que j'ai trouvé quand même intéressante. Ça se base sur des cartes index, dans le fond, puis on se dit, on a ça. On a une carte index qui va représenter les joueurs, une carte index qui va représenter les NPC, un autre qui va les lieux, puis ensuite les encounters, les monstres. T'sais. Puis dans le fond, avec cette base-là, on est capable de gérer au moins une demi-session. Là, comme quelque chose qui se tient, un 3-4 heures ou. Ouais. C'est comme quand tu faisais un exposé oral au secondaire ou au cégep. Ouais, tellement. C'est tellement ça. T'as pas le droit d'arriver avec ta feuille. Là. Fait que tu apprends tes grandes lignes, tes petits reminders, qu'est-ce que tu pourrais échapper, mais un coup que tu as lu l'aventure 2, 3, 4 fois, tu peux pas donner à tout le monde de se souvenir de tout ce qu'il lit. Mais moi, j'ai quand même une facilité avec ça. Fait que c'est rare que je vais retourner voir mes feuilles, à moi qu'il y ait vraiment un élément spécifique que je veux mentionner aux joueurs puis que je me le note. Là. Ça, je vais me le marquer dans mes notes. J'essaie de me souvenir le plus de trucs possible puis juste y aller avec le flow de la partie. Au début du module, de toute façon, c'est mentionné que il place peut-être pas à l'improvisation de la quête au complet, mais de bien jouer entre les lignes puis de se tenir là-dedans et de ne pas se fier nécessairement à chaque mot. T'sais, c'est important, puis c'est le mentionné dans le début du module pour toutes les adventures. Oui. C'est pas nécessaire de le faire by the book. Il y a toujours une façon de... Tant que les points principaux se produisent, ce qui se passe entre, là, c'est vraiment du DM empowerment. C'est libre au DM de garder l'esprit de l'histoire. Mais la façon qu'il y arrive, comment qu'il s'y rende,
Ça, c'est quand même beaucoup d'attitude. En tout cas, c'est sûr qu'on va avoir la chance d'y revenir sur des trucs de DM, des trucs de préparation, Ouais. les Ça, différentes c'est techniques, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans la manière de gérer ou de certaines expériences qu'on a aimées ou non. Le type de Dungeon. joueur qu'on déteste. Ah, ben ça serait vraiment intéressant. Ceux qu'on aime. Non, mais c'est quand même sérieux. Là. Des fois, moi, il y a des joueurs que je voudrais juste plus avoir à ma table. C'est déjà arrivé. Autant que il y a des DM avec qui je voudrais plus jouer. Ouais. Je pense que tu trouves il y a un type d'expérience que tu aimes, le temps que tu passes, puis tu essaies de le reproduire le plus souvent possible. Exactement. Ou encore d'en parler, d'être ouvert. Moi, j'ai déjà approché un joueur pour lui dire, écoute, ce que tu fais dans ces circonstances-là, dans ces moments-là, ou X, Y raison, là, de peut-être faire attention. Si la personne n'est pas ouverte, à ce moment-là, comme tu dis, tu fais le choix de, bon, moi, quand je DM ou quand je joue, je n'irai pas jouer quand cette personne est là. On ne peut pas forcer personne à être avec des gens qui On est quand même là pour avoir du fun. Oui, exact. Il ne faut pas gâcher la soirée tout le monde. Il y en a qui gâchent la soirée tout le monde. Il y en a d'autres que c'est plus subtil, mais que ça peut venir agaçant en tant que DM, je dirais. Mais je pense que de leur en parler, des fois, les gens ils vont peut-être s'améliorer ou être conscients que OK, j'avais jamais remarqué que je faisais ça. Puis c'était le cas dans le cas où on a approché quelqu'un qui avait des tendances un petit peu désagréables, mais qui n'était pas méchant dans le fond. Puis il y a eu une grande amélioration. Puis encore aujourd'hui, on joue avec, puis on a des ailes. Fait que sur ça, je pense que ça va clôturer notre épisode de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là. Puis en fait, on va finir avec notre petit tour de table. Les gars, qu'est-ce que vous avez prévu à court moyen terme côté D&D? Tu y allais, Eric? Ouais, je peux y aller. Ben, écoute, moi, je vais faire l'assistant DM pour une première fois avec toi, Francis, ce jeudi. Et là là! On va essayer de voir comment ça se passe. On va essayer que ça se passe bien. Il y a des nouveaux joueurs. J'ai aussi une partie avec Giovanni vendredi de la saison 4, si je me souviens bien, pour du tiers 1. Et on s'est fait approcher sur le groupe Facebook de la Triche par une jeune demoiselle qui voulait se faire initier à D&D avec sa famille et son copain. Donc, j'ai un groupe de 5 qui m'ont approché. Je leur ai proposé une session avec l'aide de Giovanni si le temps le permet pour les rencontrer à la Triche, leur faire un personnage, leur expliquer les rudiments de D&D, puis leur faire un petit module, là, un petit 2 heures de jeu. Fait qu'on est en train d'organiser tout ça avec eux. Ils semblaient super contents de la réponse qu'on leur a offert. Donc, ça va faire des joueurs de plus pour le groupe de la Triche. Wow. Absolument. Puis de t'aider là-dedans, ce que ça porte, tu vas le faire avec Francis cette semaine, mais ce que ça peut apporter d'être un aide au DM, c'est que pendant la partie de 1, on peut initier quelques situations de roleplay dans lesquelles Eric va peut-être me voir mener ou oui, mais moi, c'est pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de notre personnage, parce que des fois, un nouveau va avoir une certaine gêne, donc c'est tous des nouveaux à la table, ça peut être plus difficile de faire avancer l'histoire. Puis également, ça peut aider avec, OK, roule pour une investigation, mais la personne, elle va chercher sur sa feuille. Eric, lui, est derrière son DM screen, donc c'est plus difficile un petit peu. Donc, je vais pouvoir les guider à travers ça. Fait en équipe, là, vraiment, là, quand on est ouvert comme ça, là, ça fait vraiment une belle expérience pour tout le monde. Ouais. Puis en étant un joueur expérimenté avec d'autres... Excuse-moi, Joe, je t'ai coupé. En étant un joueur expérimenté avec des nouveaux joueurs, les portions de roleplay ne sont pas nécessairement juste avec les joueurs qui en font un peu plus et le DM. C'est possible pour le joueur expérimenté d'aller vers justement ces nouveaux joueurs-là puis essayer d'initier la conversation avec eux puis essayer de les intégrer un peu plus pour genre briser cette gêne-là là, qui peut être souvent présente quand c'est votre première partie. En tout cas, moi, j'ai bien hâte d'avoir du coaching. Ma partie vendredi d'Adventures League, puis à part de ça, ça va être de travailler sur de l'écriture un petit peu, parce que j'ai ma campagne très bientôt, donc il faut que je prépare, disons, une très grosse ville. Sans spoilers pour les joueurs. Bon, il l'écoute. D'un coup, qui pourrait avoir un indice. Je sais rien. L'indice de cette semaine, donc, pour la campagne à Joe. Bon, ben super, merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Coup Critique. Excellent, merci. Salut.